Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Un nouveau drame de la mer, les recherches coordonnées par le JRCC pour tenter de retrouver le jeune marin pêcheur tombé en mer vendredi midi au large de l'île de Maria, aux Australes, ont été stoppées hier, en fin de journée. Nouvelle baisse en 2023 des quantités de déchets au Fénois, mais le tri peut encore être amélioré, notamment dans les bacs gris, pour optimiser la gestion des déchets selon le syndicat Fénoama. Téhéré Fénois, c'est le premier titre de la jeune gagnante du concours Nescafé Star 2023 qui sort par la même occasion son premier clip. Apatea Flores est notre invité de ce soir. Il venait juste d'être inauguré et labellisé, il est déjà vandalisé. Le potager du Fareya d'Outuroir RT a été saccagé dans la nuit de vendredi à samedi. Beach soccer, boxe, basket, rugby et portrait hors normes, c'est le menu de notre grande page des sports du dimanche soir. C'est dans un instant. Et les recherches au large de l'île Maria aux Australes ont été stoppées hier en fin de journée. Il y a plus d'espoir de retrouver le corps du jeune marin qui est tombé donc vendredi d'un bateau de pêche. Le JRCC avait pourtant déployé rapidement des moyens aériens sur zone en complément des recherches menées par le tonnier Kate sur lequel il travaillait et par un second navire, Thomas Chabrol. Le port de pêche de Papeete perd l'un de ses jeunes marins. Vendredi 26 janvier à 13h40, le JRCC reçoit un message d'urgence. Un marin est tombé à la mer une heure plus tôt. Il était à bord du Caté, un tonnier positionné non loin de l'île Maria, aux Australes. Rapidement, un gardien de la flottille 25F décolle et se rend sur zone. On a quasiment 800 km. Donc le Falcon, tout rapide qu'il est, a au moins 1h15 pour rallier la zone. Donc on l'a fait directement rallier la zone vendredi. Malgré la difficulté des communications entre le navire et le JRCC, la position du tonnier et la zone de la chute en mer sont rapidement déterminées. Les informations essentielles pour reconnaître le marin sont transmises, sa corpulence et la couleur de ses vêtements. Malgré l'appui aérien, l'équipage du Caté ne voit rien à la surface de l'océan. Vendredi après-midi, les conditions n'étaient pas extrêmement bonnes. On avait effectivement des grains de pluie, on avait des nuages. Malgré tout, la visibilité était quand même bonne et permettait à l'équipage de pouvoir identifier ce qu'il y avait sur la mer. Ils n'étaient du coup pas gênés par les éclats de soleil. Dans tous les cas, nous, c'est un dialogue constant qu'on a avec l'aéronef. Quand on lui donne une zone de recherche et une zone de progression, c'est effectivement voir s'il est dans les conditions idéales, optimales pour retrouver la personne. Jusqu'à la tombée de la nuit, la zone est quadrillée. Le même dispositif est déployé hier samedi avec le renfort d'un second navire. En tenant compte de la dérive et des prévisions fournies par Météo France, la zone de recherche est étendue. Les conditions de visibilité sont aussi plus favorables, mais ne permettent pas de retrouver le marin de 26 ans. Mes sincères condoléances et mes pensées les plus émues à la famille et aux amis. C'est effectivement une perte considérable qui ébranle non seulement la famille, mais également toute la communauté des pêcheurs. Un drame similaire s'était produit il y a 6 mois. Le JRCC avait coordonné d'importantes recherches en vain pour retrouver un marin passé par-dessus bord de son embarcation au nord de Rongiroa. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Elles peuvent être un indicateur pour des modes de consommation. Nos poubelles, les ordures ménagères du bac gris et les déchets recyclables du bac vert. En 2022 comme en 2023, on constate une baisse des quantités collectées. Comment l'interpréter et que cela traduit-il? Élément de réponse avec Athéna Milcam, Esther Cuneo et Naya Bennett. Peser, c'est jeter, mais pas toujours consommer. Les déchets collectés dans les communes adhérentes au syndicat Fénoama sont systématiquement mesurés, car leur poids peut donner des indices sur la consommation des administrés de ces communes. Depuis 2021, les quantités de déchets du bac gris se réduisent. Leur tonnage baisse de près de 4% entre 2022 et 2023. Moins de déchets dans les bacs verts également, leur tonnage diminue de près de 8% entre 2022 et 2023. On note également une baisse des déchets en verre de près de 7% entre ces 2 années, probablement les premiers effets d'une politique de diminution du poids des emballages.
Donc 2023, une année assez basse en termes de capacité. Ça fait au moins 20 ans que nous n'avions pas constaté de pic d'activité pendant Noël. Du 10 décembre au 10 janvier, d'habitude on est sur du plus 25 à plus 30% de tonnage. Là on est seulement sur du plus 5%. Donc ça montre une certaine réserve, sûrement une baisse liée au mode de consommation des habitants. Moins de déchets, moins de produits achetés, donc moins de déchets jetés. Ces résultats sont encourageants, mais il y a encore une marge de manœuvre pour améliorer le tri et la gestion des déchets, et notamment ceux du bac gris. Selon la dernière étude de caractérisation menée en 2020, le gaspillage alimentaire représentait 9% du contenu des poubelles grises. Il s'agit là uniquement de produits non ouverts ou non consommés. Les efforts doivent également se poursuivre sur les biodéchets, comprenez par là les restes de préparation de repas compostables à domicile. C'est ces efforts-là qui vont faire que le bac gris va bien diminuer. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Ça va simplement nous permettre de moins exporter de produits, donc ça coûte peut-être un petit peu moins cher. Mais ça peut être intéressant aussi sur la durée de vie du CET de Payero, puisque si on enfouit beaucoup moins, on va pouvoir prolonger la durée de vie. Ça créerait aussi dans le bac gris moins d'odeur, moins de cafards, moins de mouches, moins d'asticots, etc. Aujourd'hui, si les communes, dans leur ensemble, collectent les lundis et les vendredis le bac gris, c'est tout simplement pour les nuisances olfactives et la salubrité publique. Impossible d'affirmer que la baisse des déchets est liée à la situation économique ou à une prise de conscience des administrés. Il faudra attendre la nouvelle étude de caractérisation annoncée dans 3 à 4 ans pour avoir le détail du contenu de nos poubelles et celui du poids du gaspillage. Sortie du premier clip de la jeune artiste de 19 ans, Apathia Flores, grande gagnante de la Nescafé Star 2023, Here Finua, qu'elle interprète avec Teiho, est un hommage à l'amour, à sa terre natale, un hommage à des hommes de foi qu'ont été ses grands-parents qui ont écrit et arrangé son tout premier single, Here Finua. Regardez. 7 mois après avoir remporté le concours de chant Nescafé Star, c'était donc en juin 2023, Apathia Flores, originaire des Australes, de Reivava plus précisément, sort son premier clip, un premier titre, Here Finua, qu'elle interprète avec Teiho. Ce premier opus a été écrit par son grand-père, le pasteur protestant Vaetua, et composé par Apathia. Une chanson qui traite de l'amour d'un peuple pour sa terre natale et sa foi pour le Très-Haut. Une douce harmonie arrangée par Roger Tétouanoui et Bruno Demougeot pour le compte de Nescafé Star, une musique à laquelle elle aspire. Apathia Flores est d'ores et déjà en train de travailler sur ses projets musicaux futurs et rend un fervent hommage à ses grands-parents. Et nous recevons sur ce plateau Apathia Flores, grande gagnante de la Nescafé Star 2023. Apathia Yorana. Yorana. Alors, comment s'est donc passée la mise en place de l'enregistrement de cette chanson et la réalisation du clip? C'est allé assez vite. Alors, nous avons fait la réalisation du clip en mois de novembre, avant les grandes vacances de décembre. Et l'enregistrement s'est fait en octobre. Du coup, j'étais en retard un peu, j'étais hésitante en fait sur la fin de ma composition. C'est ce qui a fait retarder ma compo, justement. Et grâce à l'aide de Teiho, que je salue ce soir, il m'a pu aider à terminer ma compo. Cette chanson qui a justement été écrite, vous l'avez déjà dit, par votre grand-père et composée par vous-même avec l'aide de
grand-mère, semble-t-il. Oui, C'est bien ça? oui, c'est bien ça. Et comment vous êtes venu, enfin, comment est-ce que votre grand-père est venu à écrire cette chanson? Alors, c'était une chanson qu'il a écrite pour moi, parce que, comme vous pouvez l'entendre vers la fin de mon chant, Tahiri Maini a été à toi, Tahiri Maini a été fénois, il disait en fait, ma chanson disait tends une main vers le Seigneur, tends une main vers ta terre nourricière. Donc, le Seigneur, on fait référence à notre Père. Et la terre, on fait référence à la mère nourricière. Donc, c'est comme deux parents qui accompagnent en fait son enfant dans tout ce qu'il peut entreprendre. Et mon grand-père, c'est ça le message qu'il voulait me faire passer à moi et également faire passer à tous les enfants qui viennent ici à Tahiti pour étudier, ceux qui partent en France pour le travail. C'est en général. En fait, il a voulu l'écrire en général pour tout le monde. Quelles sont vos aspirations musicales aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Est-ce que vous aimeriez peut-être créer dans un style de musique particulier? Ah, moi, j'ai plutôt ce style pardon, slow comme notre ami Teiho. Ah, j'aime beaucoup parce que tu prends ton temps pour expliquer les paroles et puis la mélodie, elle est tellement douce que tu peux que te bercer dessus. C'est mon type de musique, Et de chanson. quel genre de sujet vous inspire également? Uniquement la foi, uniquement le pays, ton fénois, Oui, c'est ça. c'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt ça. Quand Mais, on- pardon. Oui, allez-y, allez-y. Mes projets à venir, c'est de sortir deux clips cette année, deux singles. Et j'ai une qui parle de la mer et une qui parle de mon chez-moi, mon île natale, Ganiha Raivove. C'est vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur. Du coup, c'est ça en fait mon message que j'aimerais faire passer à travers ma chanson. C'est des thèmes qui peuvent forcément toucher le public. D'accord. Vous venez de parler justement de vos projets futurs. Qu'attendez-vous de ce clip, celui qui vient d'être fait, Here Fénois? Qu'entendez-vous donc? Et est-ce que vous redoutez quelque peu l'accueil du public? C'est stressant de dévoiler son travail quand même. Oui, c'est stressant. Pour tout vous dire, j'étais vraiment heureuse de voir la sortie de mon clip vendredi. Et je peux que être fière. En vrai, je sais pas trop quoi dire pour le public qui ont regardé, mais ça me stresse toujours autant jusqu'à aujourd'hui. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui ont aimé, qui apprécie jusqu'à Qui aujourd'hui. apprécie cette Ouais. chanson. Et ça doit être un vibrant hommage pour votre Pour mon grand-père également. grand-père, On oui. vous voyait un peu ému tout à l'heure Oui, lorsque oui, vous oui. regardiez le clip. Est-ce que vous allez continuer à travailler? Ce sera ma dernière question pour vous ce soir. Est-ce que vous allez continuer à travailler avec Teiho, par exemple, ou vous avez Bien sûr. d'autres artistes avec qui vous avez envie de travailler? Oui, oui, tout à fait. J'aimerais bien continuer avec Taïho, hein. Et j'aimerais bien également, je partage parfois mes scènes aussi avec d'autres artistes et ça me fait vraiment du bien. C'est bien ce partage de musique qui fait que rassembler des cœurs en vrai. Et ça donne cette harmonie dont tout le public aime. Et ça me rend heureuse également. Merci beaucoup, Patia, d'être venu sur ce plateau. Merci. On se quitte sur quelques notes de musique, le refrain peut-être de Here Fénois. D'accord. E maamau te ie, noroto mai te here whenua, wau tutu mai ia u, naroto i te haapi ira, o tau i mau mai, i mau mai. Maruru. Maruru Maite. Les travaux de recherche de l'ILM, reconnus à l'international, Mireille China, la directrice de laboratoire des biotoxines marines, est la première lauréate de la région Pacifique à avoir reçu le prix Yasumoto Lifetime Achievement Award. Cette prestigieuse reconnaissance lui a été donc décernée en novembre dernier au Japon lors de la 20e conférence internationale sur les algues nuisibles. Thomas Chabrol et Esther Cuneo.
Un prix pour récompenser 33 ans de carrière et de recherche sur la ciguatera, cette intoxication alimentaire consécutive à la consommation de poissons de récif. Ça représente Gambiardiscus, qui est la microalgue qui est à l'origine des toxines de la ciguatera. Cette microalgue, présente dans tout le Pacifique, compte 4 espèces endémiques à la Polynésie, dont la plus toxique de toutes, la Gambiardiscus polynesiensis, qui doit d'ailleurs son nom à Mireille Chinin. Quand je suis arrivée, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce de Gambiardiscus. On l'appelait Gambiardiscus toxicus. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai constitué une algothèque. Donc je suis allée dans plusieurs îles, j'ai récupéré cette cellule, on a fait une souchothèque et j'ai commencé à observer ces cellules. Et je me suis rendu compte qu'il c'était pas possible qu'il n'y ait qu'une seule espèce parce qu'elles étaient quand même assez différentes. Et donc en utilisant des outils moléculaires, j'ai décrit en Polynésie 4 nouvelles espèces, dont l'espèce Gambiardiscus polynesiensis, qui est aujourd'hui connue à travers le monde comme étant la plus toxique au monde. Mais pour en arriver là, Mireille Chinin a dû sortir des sentiers battus et convaincre les financeurs. On a approfondi ce sujet, on a développé des outils qu'on n'avait pas il y a 33 ans. Il se trouve que la ciguatera, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que pour pouvoir vraiment surveiller ce problème, il faut disposer d'outils extrêmement sophistiqués, de haute technologie, comme la biologie moléculaire, mais on a d'autres outils au laboratoire qui nous permettent aujourd'hui de dire, par exemple, dans un poisson, quel est le niveau de toxines présent et est-ce que ça représente ou pas un risque à la consommation pour la population. Par ce prix, la société savante sur l'étude des algues toxiques récompense l'Institut Louis Mallardet et l'ensemble des travaux menés en Polynésie. Le laboratoire des biotoxines marines de l'ILM est devenu une référence. Il peut même produire et vendre des ciguatoxines, de quoi valoriser plusieurs décennies de recherche fondamentale. Nous sommes le seul laboratoire au monde, grâce à cette expertise accumulée et grâce aux travaux de Mireille, qui ont démarré il y a plus de 30 ans pour pouvoir cultiver cette petite algue. Aujourd'hui, on est, si ce n'est le seul laboratoire au monde, à être capable de la produire en masse et de produire ces toxines qui ensuite sont revendues aux autres laboratoires du monde qui en ont besoin pour faire avancer la recherche sur la ciguatera. Mais ce travail a surtout vocation à servir les populations insulaires, d'où la création d'un dispositif de surveillance et de prévention du risque ciguatérique. Un site web qui permet de former les pays voisins comme Fidji, Samoa, Tonga, mais aussi Wallis et Futuna. Mauvaise surprise hier pour les agents du dispensaire de Uturwa. Le FAAP pédagogique et l'entrée de l'établissement ont été saccagés. La structure venait tout juste d'être inaugurée à l'occasion de la labellisation en Faréa. Le point avec Jessica Doucet. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l'enceinte du Faréa de Uturwa. Ils s'en sont pris au FAAP pédagogique fraîchement planté par les agents et bénévoles. Plans arrachés, grillages cassés. C'est dans l'après-midi hier que des agents ont constaté les faits, dépités par la scène. C'est vraiment désolant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est la santé publique, elle est là. C'est pas pour faire du joli. Mais c'est pour nous soigner, nous, la population, pour notre bien-être. Et donc, respecter le travail de tous ces agents, de tous les partenaires qui ont œuvré pour ce bel outil qui nous est destiné à la population de Raiatea. L'entrée du Faréa a aussi été vandalisée. Face à ces dégradations, la gendarmerie a été contactée. Une enquête a été ouverte pour trouver le ou les responsables. Donc des mesures certainement vont être prises et nous, au niveau de la commune, nous redoublerons de vigilance et nous veillerons à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus dans notre commune. Des témoins auraient assisté à la scène, ce qui devrait faciliter les recherches des gendarmes. En attendant, le FAAP a déjà été remis en état. Et comme chaque dimanche, Oliano Tefo nous a rejoint en plateau pour l'essentiel de l'actualité sportive. Et oui, Davidson, beach soccer, boxe, rugby et musculation, c'est ce qu'on vous propose tout de suite dans votre rubrique.
Voilà, après de 3 semaines que les Tikitoa ont débuté à Rio de Janeiro pour leur stage de préparation pour la Coupe du Monde de Beach Soccer. Et sur place, les Tahitiens enchaînent les séances d'entraînement et les matchs face à des équipes locales. Et un reportage donc de Désiré Teivao sur des images d'Alan Pires. Les Tikitoa mettent les bouchées doubles à l'entraînement. À un peu moins de 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de Beach Soccer, les Tahitiens continuent de répéter leur gamme sur la plage de Copacabana. Vraiment peaufiner notre jeu, l'améliorer et vraiment faire en sorte qu'il soit impeccable. Et par la suite, je pense que forcément, on étudiera les différentes équipes qui se présenteront à nous, notamment la première équipe, l'Argentine, que l'on rencontrera dès la première journée. Ensuite, voilà, ça se fera tout naturellement sur les équipes suivantes. Mais voilà, pour l'instant, on peaufine plus nos combinaisons. Au pays du football, les Tikitoa ont aussi multiplié les rencontres face à des équipes locales. L'occasion pour Himanu Teiarui et ses coéquipiers de découvrir un autre style de jeu. Je joue beaucoup à terre, moins comme nous quand on joue en 2-2. Et je pense que ça a porté ses fruits. On a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui sont très rapides. Tu as même les joueurs brésiliens qui sont étonnés de voir nos jeunes, la rapidité de nos jeunes. Et moi, en tant que conscient de l'équipe, ça m'a fait aussi quelque chose d'entendre les Brésiliens parler comme ça de nos jeunes joueurs. À l'issue de ce stage au Brésil, le staff polynésien mené par Angelo Chirinzi devra faire des choix. Parti à 16, les Tikitoans ne pourront présenter qu'une liste de 12 joueurs au mondial. C'est très difficile parce que tous les joueurs, ils ont encore beaucoup. Mais je pense qu'on va faire la bonne choix ici pour la Coupe du Monde. On a encore 5 jours ici pour voir. Et on va voir qui sont les meilleurs joueurs pour aller à la Coupe du Monde. Les Tikitois s'envoleront le 4 février pour Dubaï. Ils disputeront ensuite le premier match de la Coupe du Monde le 15 février face à l'Argentine. Et c'est la reprise pour la Polynesian Boxing Association. Hier soir, le club de Tapuna a organisé sa première soirée de la saison. Et oui, à l'affiche 11 combats, une grande partie était dédiée aux novices, une manière pour eux de prendre leur marque en compétition. Reportage. Un premier rendez-vous consacré aux jeunes talents et aux boxeurs ayant moins de 5 combats à leur actif. Cette première soirée pugilistique marque le début d'une saison bien chargée pour les boxeurs de la PBA. Tous les mois, on aura des soirées de boxe. Ensuite, on a au mois de mai le Memorial Hemata New Fair à Reatea. Au mois d'avril, au mois de mai, le Challenge Makonina à Tahiti. Tous les 3 mois également, on doit se dépasser dans les îles également. Donc on sera le 30 mars à Bora Bora. Et bien sûr, on a pour objectif les Océaniens Elite à Fidji début juillet. Également les Océaniens Cadet Junior en novembre à Tahiti. Maintenant, il faudra bien préparer nos boxeurs. Chez les moins de 72 ans, Silvio Cicero, porteur du casque bleu, affronte Lloyd Mervin. Le représentant du Warrior Boxing Club met du temps à chauffer la machine face à un adversaire au style plus agressif. Oui, c'était pas évident. Il aurait fallu que je boxe plus en reculant. Et c'est quelque chose que je ferai mieux. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois parce qu'il avançait beaucoup. Mais l'expérience de Silvio a su faire la différence avec des remises plus efficaces qui ont même mis au tapis son opposant au deuxième round. À la troisième reprise, la supériorité technique est à sens unique pour Cicero. L'arbitre préfère arrêter le combat. Moi, je suis assez content de ma performance. Et comme je te disais, il y a encore beaucoup à apprendre. Cette année, j'aimerais participer aux Océaniens et au Challenge Makonena. Dans le dernier duel de la soirée, chez les super lourds, Teto et Tumahitia, casque bleu, s'imposent par KO au deuxième round. Comme mon coach me disait, Samo, tout le temps jouer la distance. Et pendant les débuts du round, mettez le pressing pendant à peu près 10 secondes pour un peu le perturber. Prochaine échéance majeure pour nos jeunes boxeurs, les championnats de France minimes et cadets. Les 3 et 4 février, la PBA y présentera 3 de ses espoirs. Et la Fédération tahitienne de basketball continue de pousser en faveur du développement du 3 contre 3. Et hier, donc, le club de Hawaii a organisé à Taunoa le premier tournoi de la saison. Près d'une cinquantaine d'équipes allant à des U7 aux seniors se sont affrontées donc, au cours de la journée. Un reportage de Désiré Teivao.
Les équipes ont droit à une petite présentation avant de prendre possession du terrain. Voilà l'esprit du 3 contre 3. De la compétition évidemment, mais aussi beaucoup de plaisir. Une discipline qui séduit la nouvelle génération de basketteurs tahitiens. Le but c'est de vite marquer en 12 secondes. Et c'est bien, tu peux aussi jouer toi-même. Tu peux éviter de faire collectif, mais juste pour gagner ton équipe. Et c'est super le 3-3. Déjà, c'est 12 minutes à fond. Il n'y a pas beaucoup de temps mort, il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu, il n'y a pas de mi-temps. C'est 12 minutes à fond. Et voilà, j'aime bien le fait que ce soit une nouvelle discipline qu'on vient de connaître. Depuis un peu plus de 3 ans, la fédération tahitienne met tout en œuvre pour développer cette discipline au Fénois. Et les efforts ont payé avec la médaille d'or de la sélection féminine décrochée à Honiara. L'idée est de continuer dans le même sens et de faire monter le niveau des athlètes. Plus on va faire de tournois et plus on aura de points. Et donc ça nous permettra surtout d'envoyer des jeunes, des moins jeunes, des seniors et tout, que ce soit en métropole ou en Nouvelle-Zélande ou sur Singapour. Voilà, il y a des athlètes qui sont importants, mais pour ça il faut faire des tournois pour avoir un ranking élevé, le plus de points possible. Là tous les clubs jouent le jeu. Et c'est bénéfique pour tout le monde, pour les gamins, pour la fédé et puis pour les clubs. Ce qui est bien en 3-3, c'est que du coup, il faut moins d'effectifs. Donc si tu as 4 bonnes joueuses, tu peux essayer de faire quelque chose. Alors que sur le 5-5, il faut au moins avoir 8-9 bonnes joueuses pour arriver à rivaliser. Donc il y a une question de nombre. Plus facile aussi si on veut le développer dans les îles, parce que comme tu as besoin de moins de monde, elles peuvent plus facilement jouer en 3-3. Le club de Haroué organisera en février le prochain tournoi de 3 contre 3. Et en mars, les sélections tahitiennes s'envoleront pour Singapour et la Coupe d'Asie. Le rugby était également à l'honneur du côté de Raiatea. Manuura a affronté une sélection des Raromatei pour un match amical de rugby à 15. Une grande première pour les îles qui d'ordinaire évoluent en rugby à 7. Malgré une lourde défaite pour les Raromatei, l'essentiel était surtout de remotiver les troupes et de reprendre plaisir à jouer. Et c'est un reportage, donc les rencontres nous ont été filmées par Roni Moufat. 2 heures avant son match contre la sélection des Raromatei, le club Paea Manuura Rugby Club ici en mauve donne le ton. Même si cette rencontre se veut amicale, pas question de se reposer sur ses lauriers. Sur le terrain, la formation de Paea impose un rythme soutenu. Dans les 5 premières minutes du match, Manuura ouvre le score, enregistrant ensuite un 2e et un 3e essai dans la foulée. Les Raromatei peinent à réagir face à cette démonstration de force. Oui, en fait, on avait convenu effectivement d'un match d'entraînement. Il semblerait qu'ils y mettent plus de cœur que c'était prévu. On va essayer de répondre à ça. Voilà. Dans le premier quart-temps, Manuura Rugby Club mène par 4 essais à 0. L'entente des Raromatei tente plusieurs percées, mais la défense de Paea ne laisse rien passer. À la pause du deuxième quart-temps, Manuura maintient son avance, affichant un score de 9 à 0. Si on veut atteindre nos objectifs, il n'y a pas de secret, il faut jouer. Mais on n'est pas venu ici pour s'amuser, on n'a pas fait 45 minutes de vol pour venir s'amuser, non. On est venu pour la guerre, on est venu pour nous battre, pour montrer qui on est, et voilà, c'est Manuura. Bien que plus habituée au rugby à 7, l'équipe des Raromatei montre des signes d'essoufflement. Cependant, les joueurs ne baissent pas les bras. Et oui, c'est très difficile parce que là, nous, on ne joue plus à 15 depuis 15 ans. Et donc, là, on a honoré le rendez-vous avec Manuura. Mais ça reste difficile parce qu'on a plus l'habitude maintenant du 7. Et du coup, là, on revient sur un jeu un peu archaïque, pick and go, on va le rentrer dedans. Donc là, si vous regardez bien, on devrait marquer. J'espère en tout cas. Même les cris de guerre n'y changeront rien. En troisième période, Manuura prend définitivement le large et s'impose par 13 essais à 0 face à la sélection des Raromatei. Malgré cette défaite cuisante, les joueurs des Raromatei ont apprécié cette rencontre. Un grand retour du rugby à 15 sur Raiatea après plus de 5 ans d'absence. Et place maintenant au reste de l'actualité sportive, en bref et en images. Forte participation tahitienne à la Auckland Open Double Pétanque 2024 en Nouvelle-Zélande. Sur les 52 équipes engagées, 31 représentent le Fénois à cette compétition hors calendrier fédéral. Hier, les boulistes ont disputé 5 manches suisses, un système de jeu qui permet aux compétiteurs de jouer un nombre égal de parties d'une durée de 30 minutes. Au top 10 de cette première journée, 8 équipes sont tahitiennes. Kevin Bukahu et Yann Nauta sont premiers du classement général. La compétition se poursuit aujourd'hui avec les phases finales. Le week-end prochain, ce sera le tour des triplettes.
Hier, le 4e Monster Energy Ride Contest a pris place au skatepark d'Aroué. Une trentaine de riders étaient engagés dans cette compétition qui réunit les spécialités du skateboard, du surfskate et de la trottinette. Les participants avaient 3 passages d'1 minute pour réaliser un maximum de figures sur les modules en bitume face à un jury. 400 mètres 4 nages, 50 mètres brasse, 100 mètres d'eau, 400 mètres nage libre, 200 mètres papillon et 100 mètres crawl. Les 70 nageurs engagés se sont affrontés à l'occasion de la première des 3 étapes du trophée Aito 2024 hier à Pater. Une remise en situation de compétition après 1 mois de repos. C'est de redonner le goût à la compétition aux nageurs, après une coupure de, comme je te disais, d'1 mois pour certains. Et tout de suite, quand tu reprends l'entraînement, c'est toujours intéressant d'être tout de suite confronté à la compète, parce que c'est un peu pour ça qu'on s'entraîne quand même. Et ça redonne aussi du dynamisme au groupe, des objectifs. La 2e étape du trophée Aito se tiendra au mois de mai et la dernière en octobre. Dans 15 jours, les nageurs du Fénois se retrouveront aussi au PK18 à Punaouia pour la première étape d'eau libre. Non, un témoignage poignant, un portrait hors norme, celui de Marcel Touairao en situation d'obésité morbide il y a 3 ans. Et le trentenaire s'est pris en main et pas d'un peu. Aujourd'hui, sa transformation physique est très impressionnante avec une perte de poids de plus de 100 kg. Nous l'avons rencontré. Tous les jours, vous trouverez Marcel au milieu de ses appareils de musculation, soit en pleine session, soit pour accompagner les adhérents. Pourtant, il y a encore 3 ans, il pesait 230 kilos. Mais en allant chez le médecin, on a vu que ma tension était montée à 19 et ma maman elle a eu peur que je meure d'un AVC comme ça. Je ne l'ai pas écouté au départ et pour finir, elle a pleuré et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans le sport. En grosse partie, c'est pour elle que j'ai fait ça. Un déclic qui le convainc de retourner dans une salle de sport, une hantise pour le jeune homme qui se souvient y avoir subi des critiques. J'ai fait un premier essai dans une autre salle quand j'avais 17 ans. C'était les adhérents, ils n'étaient pas sympas à moi. En gros, on m'a dit, gros lard, ça sert à rien, tu ne vas jamais réussir, sors de là, tu gênes en fait. C'est comme ça que j'ai détesté les salles. Mais je suis arrivé ici et finalement c'était une autre ambiance. C'est ma soeur qui m'a tiré ici et merci à elle. Parce que j'ai découvert un super coach qui faisait attention à ses adhérents et à l'ambiance qu'il y avait dans cette salle. Où tout le monde est sympa avec toi et t'aide à progresser. Ils vont venir te corriger quand tu fais les mauvais mouvements. Et c'est comme ça que je me suis convaincu que je vais rester ici. Au début, Marcel prend juste du plaisir à faire du sport. Mais très vite, ses ambitions prennent un nouveau cap. Réaliser un rêve d'ado en participant à une compétition de bodybuilding. En 2022, j'ai assisté à une compétition de bodybuilding et j'ai vu les athlètes de notre salle participer. J'étais là, waouh! Ça a réveillé ce rêve-là et j'étais là. Et j'ai vu le travail de Vincent et pour moi, il était parfait. Et je suis venu le voir, je me rappelle bien, c'était le 7 mai, après la compétition. Et je lui ai demandé, coach, est-ce que tu peux me préparer pour la compétition? Il a été franc avec moi. Il m'a dit, biche, c'est trop court, mais on va faire. On va essayer de te préparer pour. Tu vas te préparer comme si tu vas faire la compétition. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancé. Depuis ce moment-là, l'évolution a été impressionnante. Marcel a perdu plus de 100 kilos en à peine plus d'1 an. Une métamorphose radicale qui a changé sa vie et son mental. De bas, je suis arrivé dans cette salle, j'étais à 223. J'ai perdu 60 kilos avec les conseils de coach quand il me suivait. Et quand j'ai décidé de prendre son suivi, c'est parti crème. J'ai perdu donc 60 kilos et là, en 6 mois, je suis tombé à 103 kilos, 5. C'est pas impossible tant que tu ne te mets pas toi-même des barrières. Il ne faut pas, c'est très important, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Je peux le dire sincèrement, moi, j'ai réalisé mon rêve. J'ai réussi à aller sur la scène. Si vous avez pu voir mon visage quand j'ai fait la compétition, et je suis encore là, quand j'y pense, wow, j'étais dans mon délire et j'étais heureux. Oh, je m'en foutais complètement de gagner, mais j'étais là, j'ai réalisé mon rêve d'ado. Je montais sur scène et là je faisais ma pause routine, je m'éclatais et même mes amis ils étaient là, waouh, t'étais comme un poisson dans l'eau. C'était ta première compétition? Bien sûr, c'était ma première compétition. J'étais heureux, tout simplement pour le fait que j'étais heureux de faire mon rêve. Alors si vous avez un rêve à faire, peu importe lequel, faites-le, lancez-vous. Vous allez voir, vous allez être content. Très émouvant et bravo encore à cet athlète.
Nous arrivons au terme de notre édition. Retrouvez tout à l'heure votre téléfilm de la soirée, The Hate You Give, de George Tillman Jr. Il sera suivi de Zone Interdite. Et demain, Athéna Milcam prendra les commandes du journal. En vous souhaitant une excellente soirée, une très belle semaine sur Tête Inuit Télévision. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine.